Pourquoi certaines femmes mangent pas parce qu'elles ont faim, mais finalement parce qu'elles manquent de satiété émotionnelle? Les moyens qu'elles ont trouvés un peu en mode pilotage automatique, moyen du bord pour réparer un petit peu leur réservoir, c'est qu'elles ont sorti la boîte à pharmacie puis elles ont commencé à mettre des pansements sur les trous. Et ces pansements, c'est la plupart du temps l'alimentation. On a mis plein de pansements et il n'y a pourtant rien qui fait qu'ils soient réparés. Et justement, tout le travail que nous on fait dans l'accompagnement avec les femmes, ça va être de les aider à venir faire un peu le tour ensemble, comme un espèce d'audit. La satiété émotionnelle, c'est pas la fin du ventre, c'est la fin du cœur, quoi. Hello, bienvenue, je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Kiné Coach Santé. Chez Kiné Coach Santé, on accompagne chaque année plusieurs centaines de personnes, essentiellement des femmes, qui souffrent d'alimentation émotionnelle, à transformer leur relation à la nourriture, à leurs émotions, à leur corps, pour sortir du contrôle, des craquages, de la culpabilité, et réussir, enfin, durablement, à atteindre une perte de poids qui soit la dernière fois de leur vie qu'elles essayent de perdre du poids. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nadia, qui est coach émotionnel au sein de l'accompagnement Kiné Coach Santé. Et ensemble, on va plonger dans plusieurs sujets qui expliquent énormément pourquoi certaines femmes qu'on accompagne mangent sans faim, pourquoi elles se sentent en lutte contre elles-mêmes parfois pendant des années, et pourquoi finalement changer, réussir à apprendre à s'aimer, réussir à perdre du poids durablement, à retrouver une relation saine avec la nourriture, tout ça ne dépend finalement pas seulement de manger mieux et réussir à perdre du poids. Salut Nadia, merci pour ton temps, comment tu vas? Mais salut, merci. Bah, écoute, je vais très bien. Je suis très contente, d'être là, puis d'avoir cette opportunité de parler un petit peu plus de ça et que ça puisse, résonner chez certaines femmes. Je suis prête. Trop bien, allons-y. Je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Le premier sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est pourquoi certaines femmes qu'on accompagne, d'ailleurs la plupart, hein, mais certaines femmes, on va dire globalement, et ça touche bien évidemment pas que les femmes, mais nous on travaille essentiellement avec des femmes dans nos accompagnements. Pourquoi certaines femmes mangent pas parce qu'elles ont faim, mais finalement parce qu'elles manquent de ce que tu appelles la satiété émotionnelle. Peut-être tu peux nous expliquer ce que tu appelles la satiété émotionnelle? Ouais. Alors pour t'expliquer un peu ce que c'est que la satiété émotionnelle, je vais plutôt commencer en te partageant une métaphore, parce que je suis la reine des métaphores. Et c'est une métaphore de mon cru, qui explique que, en fait, l'alimentation émotionnelle, elle se présente quand le réservoir, il est vide, quand on a un réservoir vide. Quand on a un réservoir vide ou quand on a un réservoir qui est trop régulièrement à sec. Et donc du coup, c'est quoi cette métaphore? C'est une métaphore qui explique que quand on arrive au monde, tous, on a un espèce de réservoir qu'on pourrait appeler le réservoir de bonheur, le réservoir d'épanouissement, qui est posé, pam, comme ça, en plein milieu d'un champ, quoi. Et ce réservoir, il est nickel chrome, il reflète bien la lumière et tout, il brille, il est très très beau. Sauf que comme il est posé en plein milieu d'un champ, comme ça, qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de toit, il est soumis à tout un tas de menaces, quoi. Il est, il est vulnérable. Alors, déjà, il est vulnérable aux intempéries de la vie, donc la pluie, la grêle, la neige, les orages, etc., qui vont venir, du coup, peut-être au fil du temps, l'éroder un petit peu, le faire rouiller, générer des micro-perforations qui vont faire qu'il va se vider goutte à goutte. Et du coup, même s'il se vide que goutte à goutte, il est quand même en train de se vider, ce réservoir de bonheur et d'épanouissement. Et puis, il est soumis aussi à d'autres types de menaces, peut-être un peu plus conséquentes, qui pourraient venir le percuter, le perforer, faire des trous plus gros, je sais pas, des animaux, des bêtes à cornes, des chasseurs, qui sait, des véhicules qui vont venir, bam, faire des gros trous dedans. Et là, ce ne sera pas des micro-perforations, ce sera vraiment des gros trous qui vont faire qu'il va se vider à grand flot. Et en fait, quand les élèves qu'on accompagne, elles arrivent dans l'accompagnement, en général, elles arrivent parce que les moyens qu'elles ont trouvés un peu en mode pilotage automatique, moyen du bord pour réparer un petit peu leur réservoir, c'est qu'elles ont sorti la boîte à pharmacie, puis elles ont commencé à mettre des pansements sur les trous. Et ces pansements, c'est la plupart du temps l'alimentation. Et même si on imagine que les pansements, ça peut être efficace sur des micro-perforations, on se doute bien que dès qu'on met un pansement sur un gros trou, en fait, il se fait la malle, quoi. Il tient pas, il y a trop de pression derrière. Et au bout d'un moment, on se sent démuni. Et puis le réservoir, il se vide, il se vide, il se vide. Et on a mis plein de pansements. Et il n'y a pourtant rien qui fait qu'il soit réparé et qu'il puisse se re-remplir à nouveau. Donc, la satiété émotionnelle, c'est ça, c'est quand en fait on a un réservoir qui est réparé. Alors, soit on peut jamais avoir un réservoir qui soit pas abîmé. Forcément, la vie, elle va faire qu'il va s'abîmer un petit peu. Par contre, on peut en prendre soin le plus possible. Et quand ce réservoir, il est suffisamment rempli, qu'on se sent suffisamment épanoui, c'est ce qu'on appelle la satiété émotionnelle, en fait. Notre réservoir émotionnel, notre réservoir de bonheur, notre réservoir d'épanouissement,
il reste à un niveau respectable et il n'est pas tout le temps en train de se vider parce qu'il y a plein de trous qu'on n'identifie pas ou dont on ne prend pas soin, quoi. Et justement, tout le travail que nous, on fait dans l'accompagnement avec les femmes, ça va être de les aider à venir faire un peu le tour ensemble, comme un espèce d'audit, tu vois, de leur réservoir, pour venir déjà identifier les trous. Ok, est-ce que c'est des petits trous? Est-ce que c'est des plus gros trous? Ensuite, on va se dire, ok, est-ce que j'ai de la clarté sur qu'est-ce qui a pu générer ces trous-là? Parce que si j'ai plus de clarté sur ce qui a généré les trous dans mon réservoir d'épanouissement, je peux aussi le préserver de cette menace future qui pourrait se représenter. Et puis c'est surtout qu'on va apprendre aussi à venir réparer les trous autrement qu'avec la boîte à pharmacie. On va sortir le masque de soudeur, le fer à souder, et puis on va développer les compétences pour pouvoir les réparer, quoi. C'est la question que j'allais te poser, là, on a mis beaucoup de pansements et parfois des trop petits pansements par rapport aux trous, qui sont forgés dans ce réservoir. Est-ce qu'on peut les réparer, ces trous? Et si oui, comment? Et peut-être est-ce que éventuellement tu aurais un exemple pour qu'on puisse, comprendre concrètement, derrière cette métaphore, comment ça peut se traduire, pour une personne qui, a un trou identifié dans ce réservoir? OK. Alors déjà, oui, la bonne nouvelle, c'est que bien évidemment, on peut réparer les trous, on peut développer, ses compétences, on peut développer des outils qui vont permettre de venir, réparer les trous. Et pour prendre un exemple un petit peu plus concret, tiens, je vais prendre un exemple, que j'ai accompagné, récemment. Une élève qui, par exemple, au travers de ce qu'elle me décrit, on arrive à identifier qu'il y a une forte insécurité, affective dans sa relation avec, son conjoint et elle a du mal à exprimer, ses besoins, ses ressentis, parce qu'en fait, elle a peur de comment ça va être accueilli. Elle a peur de ce qui pourrait, émerger de cette discussion qu'elle pourrait avoir avec son conjoint. Et donc du coup, ces émotions qui sont un peu mises sous le tapis comme ça, qu'elle exprime pas, en fait, elle les mange. Le fait de ne pas exprimer ses émotions et qu'il y ait cette carence, affective, c'est un trou dans son réservoir. Et donc du coup, petit à petit, ça se vide, ça se vide. Et la première étape, c'est donc du coup, comme je te disais tout à l'heure, de venir faire le tour du réservoir, d'identifier que ça, OK, ça c'est un trou et donc ça me fait me vider, ça draine en fait mon énergie, ça draine mon épanouissement et je vais commencer à trouver des solutions pour pallier ça. OK, déjà je vais reconnaître ma propre insécurité, je vais venir mettre des mots dessus, puis après je vais peut-être m'entraîner à l'exprimer d'une manière avec laquelle, je me sens, la plus alignée possible avant enfin d'oser peut-être confronter ça, à mon partenaire. Je me suis préparée, tu vois, il y a plusieurs petites étapes comme ça sur lesquelles on avance avant de se dire: «Allez, ça y est, je m'y attaque vraiment» et puis souvent, on se rend compte que, ce qu'on redoutait le plus, c'est pas forcément ce qui se produit et puis, là, il y a une vraie libération émotionnelle parce que, ce qui pesait pendant des mois et des mois, hop, trouve une résolution hyper satisfaisante et là, bam, le réservoir, il peut à nouveau se remplir d'un seul coup, quoi. D'ailleurs, souvent, on a l'impression que ça peut faire peur de faire ce travail au niveau des émotions. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir quand elles nous découvrent, qui nous disent: «OK, moi j'ai compris que je souffre d'alimentation émotionnelle, que j'ai tendance à trouver du réconfort dans l'alimentation, mais je sais que je vais devoir travailler mes émotions». Mais au-delà de pas être vraiment au clair sur comment je dois le faire, beh, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur de d'ouvrir un peu le livre et de comme si on avait un peu peur d'aller voir ce qui se passe parce que finalement, depuis toutes ces années, le mécanisme qui s'est produit dès qu'il y avait une émotion inconfortable, ça a été un peu de la réprimer et de la mettre un peu sous le tapis. Et du coup, il y a beaucoup de personnes effectivement qui viennent nous voir qui ont peur d'ouvrir le livre et de elles disent souvent de me confronter à mes émotions. Mmh. Comment toi tu vois les choses et qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui est dans cette peur-là? Mmh. Ben, déjà, je lui dirais que c'est normal. C'est normal d'avoir peur, quand on est face à quelque chose qui est complètement, inconnu, on n'a pas forcément envie d'y aller, quoi. Il y a toujours une espèce de zone de confort dans ce qu'on connaît, ce qui est familier, et c'est la fameuse zone de confort, tu vois? Quand on sort de cette zone-là, on se met un peu dans l'inconfort, forcément ça fait peur et pourtant, c'est aussi en dehors de la zone de confort qu'il y a les plus belles transformations qui peuvent se produire. Je dirais aussi que cette peur-là, elle provient d'une méconnaissance de ce que sont les émotions. Les émotions, c'est rien d'autre que des signaux physiologiques qui sont envoyés par notre corps et qui du coup, par définition, sont extrêmement subjectifs. Ce qui va, faire émerger une émotion chez nous, ne va pas forcément générer la même, émotion chez quelqu'un d'autre
et c'est pas pour autant que, cette émotion chez nous, elle est moins légitime que celle de l'autre. Et quand on comprend ça, quand on comprend que l'émotion, c'est juste un signal physiologique qui vient nous indiquer une direction, c'est plus simple aussi de se dire, OK, tu sais, avoir cette curiosité de se dire: «Mais en fait, c'est quoi le message, en fait? C'est quoi la direction à laquelle elle m'invite cette émotion?» J'aimerais bien comprendre parce que émotion de sa racine latine, ex movere, ça veut dire en mouvement. Donc du coup, une émotion, c'est un signal qui vient nous indiquer une direction à prendre pour qu'on se mette en mouvement. Tu vois? Il y a pas d'émotion négative, il y a pas d'émotion positive. Souvent, cette méconnaissance dont je parle, elle vient aussi du fait qu'on pense que les émotions «négatives» entre guillemets, il faudrait pas les ressentir, il faudrait les réprimer. Alors qu'en fait, il y a pas d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Et ce qu'on va appeler une émotion négative, en général, c'est une émotion désagréable. Mais même si elle est désagréable, en fait, elle a son utilité. Elle a quand même un message à venir nous transmettre. Et en général, ce que je fais avec les élèves que j'accompagne, c'est que je viens leur permettre de mettre en évidence que même si elles ont cherché à enfouir un petit peu certaines émotions, de toute façon, ces émotions, elles sont toujours là. Elles disparaissent pas. Tant qu'elles n'ont pas délivré leur message, en fait, elles vont s'accumuler, un petit peu comme une boîte mail qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule comme ça de mails non lus, qu'un jour, tu n'as même plus envie d'ouvrir parce que tu te dis, oh là là, ça va déborder. Mais pourtant, ça arrive quand même régulièrement tant que tu n'as pas ouvert le message, quoi. Et donc, du coup, je prends le temps de leur expliquer quelle est la direction des 4 émotions un peu primaires qui existent. Alors, pour faire vraiment un très très gros résumé, de manière très très accessible, les émotions, c'est un peu comme les couleurs. Tu sais, le noir, le bleu, le jaune et le rouge, tu les mélanges et puis ça fait d'autres couleurs. Les émotions, c'est pareil. Il y a 4 émotions que sont la joie, la tristesse, la peur et la colère, et dont découlent toutes les autres. Toutes les autres émotions, c'est soit des variations en intensité de ces 4 émotions-là. Par exemple, l'inquiétude, c'est une version atténuée de la peur. La terreur, c'est une version exacerbée de la peur. L'irritabilité, c'est une version atténuée de la colère. La rage, c'est une version exacerbée de la colère. Et donc, du coup, toutes les autres émotions sont soit des variations de ces émotions-là, soit des mélanges des différentes émotions. Et les 4 émotions primaires, donc la joie, la peur, la tristesse et la colère, elles nous invitent toutes à une direction bien spécifique. Et quand on écoute et qu'on suit cette direction-là, l'émotion, elle nous traverse plus facilement et c'est bon, elle a délivré son message et elle passe en fait. Les émotions, elles sont impermanentes tant qu'on les écoute. Et j'imagine que tu as envie de savoir quelle est la direction à laquelle nous invitent nos émotions. Tu lis dans mes pensées. J'allais te poser la question. Bon, du coup, je vais te les présenter parce que tu insistes. Je terminerai par la peur parce que la peur, c'est vraiment celle qui est la plus fréquente. Vraiment, en séance, c'est vraiment l'émotion qui revient le plus souvent. Commençons par la joie. Du coup, la joie, c'est une émotion qui invite à un mouvement radial, donc c'est-à-dire un mouvement qui part de l'intérieur de soi et qui part un peu comme ça dans tous les sens, comme un signal Wi-Fi, parce que c'est une émotion qui vient nous dire connecte-toi, partage en fait, partage ta joie aux autres. Et c'est assez cohérent parce que quand on imagine quelqu'un qui est joyeux, on dit que c'est quelqu'un qui rayonne. Parce que C'est du vrai. coup, voilà, la joie, c'est une émotion qui invite à la connexion et au partage. Ensuite, on a la tristesse. La tristesse, c'est plus une émotion qui va nous qui va nous indiquer un mouvement vers le bas. Parce que quand on imagine quelqu'un qui est triste, on imagine, tu sais, quelqu'un qui est un peu replié sur lui-même, comme ça, la tête baissée. Et là aussi, c'est assez cohérent parce que la tristesse, c'est une émotion qui vient répondre à un besoin de réconfort, de deuil, que ce soit le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil d'une relation. Et un besoin aussi de lâcher prise sur quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir, qui n'est pas en notre contrôle. Donc cette émotion, elle vient nous dire, OK, reviens à ton intériorité, préserve ton énergie, prends le temps de processer. La colère, c'est une émotion qui invite à un mouvement vers l'avant, parce que quand on imagine quelqu'un qui est en colère, on imagine quelqu'un qui est prêt à aller se battre, etc. Là aussi, toujours de manière assez légitime, parce que la colère, c'est une émotion qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, qu'on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas entendu, on a besoin de se défendre son intégrité, s'affirmer, etc. Et donc, du coup, c'est une émotion qui vient nous dire, passe à l'action, fais quelque chose pour que ça change, parce que là, ça ne te convient pas. Et la dernière émotion, donc la peur, c'est une émotion qui invite à un mouvement vers l'arrière, parce que quand on imagine quelqu'un qui a peur, on imagine quelqu'un qui a un petit mouvement de recul, comme ça, de manière à nouveau assez logique, parce que la peur, c'est une émotion qui répond à un besoin de protection ou de sécurité. Tu vois, quand tu es face à un danger là qui met ta vie en danger, la peur, c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle te dit fuis, tu vois, prends tes jambes à ton cou. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de peurs qui sont ce qu'on va appeler des peurs irrationnelles, qui nécessitent pas forcément qu'on qu'on prenne la fuite, mais plutôt qu'on prenne du recul. Et donc, le message qui est envoyé par la peur, c'est OK, tu as un besoin de sécurité ou de protection par la préparation, par l'anticipation face à ce qui te fait peur. Donc, prends du recul, analyse,
avant de te confronter à ce qui te fait peur. Et du coup, quand on comprend un peu tout ça, c'est beaucoup plus doux derrière après de se dire: «OK, je vais écouter le message de mon émotion, quoi». Ouais, ce que je ressens, dans ce que tu partages, c'est vraiment que ça donne du sens aux émotions, qui nous traversent. Parce que c'est vrai que souvent, les émotions qui nous traversent, elles sont agréables, désagréables, ou neutres. Et souvent les personnes, qui viennent nous voir ont tendance à vraiment, se juger de ressentir certaines émotions jusqu'à vraiment les réprimer. Parce qu'elles sont désagréables et donc parce qu'elles sont désagréables, elles vont vraiment les catégoriser, les juger comme, ça c'est négatif. Donc c'est négatif, j'en veux pas dans ma vie et le paradoxe, c'est que moins j'en veux dans ma vie, plus je l'attire, plus je le crée, plus je le co-crée, plus je l'entretiens en fait, Ah ouais. plus ça crée une forme de vide et plus, la phrase connue en coaching, c'est: «Tout ce que tu réprimes s'exprime». Donc si je réprime une émotion forte, elle va s'exprimer sous une autre forme ailleurs Mmh. et le point commun de toutes les personnes qui viennent nous voir, c'est souvent que ça s'exprime à travers, ce que souvent, ces personnes qualifient de craquage, d'écart par rapport à quoi, on ne sait pas, comme s'il y avait une seule règle, directrice alors qu'en fait, si, c'est un écart par rapport au cadre qu'elle se fixe parce que, beaucoup d'injonctions sur le poids, sur l'alimentation, souvent malheureusement beaucoup de régimes qui créent aussi des catégorisations d'aliments, bien, mal, au même titre que, je catégorise mes émotions bien, mal, positif, négatif. Donc, ouais, ce que je retiens, c'est vraiment que tout ça, ça permet de donner du sens à ces émotions et que, dès lors qu'on y donne du sens, ça permet justement de mieux les appréhender. Est-ce que, éventuellement, tu as un exemple là qui te vient d'une personne que tu as pu accompagner, qui justement a eu un déclic quand elle a commencé à mettre du sens à ses émotions? Ouais, ouais, bah, justement, hier, j'avais une séance avec une élève qui arrive et qui me dit, Ça y est, j'ai compris, j'ai mis le doigt sur un truc». Elle m'expliquait que, il y avait, des amis qui étaient venus à la maison et que sur le coup, elle avait ressenti une forme un peu d'irritabilité, tu vois? Elle s'était pas forcément hyper sentie nourrie par l'échange, puis il y avait quelque chose qui l'avait agacée, mais sur le moment, c'était difficile de mettre des mots dessus et par contre, elle s'est observée, bah, aller manger juste après que ses amis soient partis. Donc avec tout le travail qu'on a amorcé ensemble, elle a réussi à faire le lien assez rapidement, avec le fait que, OK, irritabilité, inconfort émotionnel, juste avant et puis bam, dès qu'ils s'en vont, comportement, compulsif et puis en creusant un peu, elle s'est rendue compte que son irritabilité, elle venait du fait qu'elle s'était sentie être au service d'eux. Donc c'est-à-dire que ses amis étaient venus et alors elle a des douleurs, que c'est connu un petit peu dans son entourage, dans sa famille que, bah, c'est difficile pour elle de marcher, ça lui fait mal et cetera. Bah, c'est quand même elle, qui se sentait obligée d'aller faire tous les allers-retours pour aller à la cuisine, pour amener des trucs, pour servir, alors qu'en fait, elle aurait eu besoin de se sentir prise en considération, qu'on n'ait pas à deviner qu'elle est pas bien, qu'elle a mal et puis qu'on lui propose de l'aide, en fait. Donc elle a mis de la conscience dessus, donc déjà ça lui a apporté un 1er soulagement, même si ça voulait pas forcément dire que ça y est, c'était réglé, mais elle a mis de la conscience sur quelque chose qui était complètement, invisible auparavant, tu vois? Ça lui permet de progresser dans la connaissance d'elle-même et puis ensuite, bah, le reste de notre séance, il a consisté à aller travailler sur ce besoin de considération, en fait et comment est-ce qu'elle peut, déjà, elle, commencer par prendre en considération ses propres besoins. Et est-ce que ça passe pas, par exemple, par le fait de les exprimer, tu vois? Bon et on elle en est venue à la fin de la séance à me dire: «Bah, oui, c'est vrai qu'en fait, si moi-même j'avais pris en considération mon besoin plutôt que d'attendre que ce soit une évidence pour les autres, bah, très certainement que j'aurais dit: "Écoutez, là, j'ai un peu mal, est-ce que ce serait OK pour vous, d'aller chercher les trucs à la cuisine?"» Et elle me dit: «En fait, ce serait sûrement très bien passé, je me serais pas sentie irritée». Mais là, elle dit: «J'ai pris sur moi, j'ai rien dit, j'ai bouillonné toute seule parce que j'arrêtais pas de me répéter que ça devait être une évidence et qu'ils me prenaient pas en considération». Et puis du coup, bah, elle a subi, quoi. Ouais et d'ailleurs, ça me fait penser à beaucoup de ce genre d'anecdotes qu'on nous a beaucoup partagées, chez les personnes qu'on accompagne. Ça, c'est vraiment une situation extrêmement fréquente, dans des dynamiques, relationnelles, de couple et cetera, qu'en fait, l'autre pense que c'est évident Mmh. que je ressens ça et que c'est tellement évident qu'elle devrait le comprendre et donc ça crée de la frustration parce que la personne n'agit pas comme j'ai des attentes qu'elle agisse envers moi.
plutôt que d'exprimer, naturellement, ce besoin. Mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident de réussir à exprimer ses besoins parce que souvent on a peur de mal faire, on a peur de mal dire, mal exprimer ce besoin-là, on a peur que ce soit mal reçu ou balayé d'un revers. Mais en résumé, par rapport à ce premier sujet, du coup, la satiété émotionnelle, peut-être qu'on peut conclure ça, tu me dis si ça te convient, sinon on verra, mais la satiété émotionnelle, de ce que je retiens, dans ce qu'on a partagé, c'est ça pourrait se résumer à prendre en considération, ses besoins, notamment, Mmh, pour, finalement, ne pas ressentir une forme de vide émotionnel mmh. qui sera amené à être comblé, plus tard par la nourriture. Est-ce que Ouais, toi, c'est tu ça. as une autre conclusion, Ouais, bah, éventuellement à ajouter? on pourrait dire qu'en fait, la satiété émotionnelle, c'est pas la fin du ventre, c'est la fin du cœur, quoi. C'est joliment dit. OK, deuxième sujet que je voulais qu'on aborde, qui ça m'intéresse beaucoup d'avoir, ton retour sur ça. Tu m'as dit, récemment quand on parlait entre nous, c'est quand on se sent mieux qu'on atteint nos objectifs et pas l'inverse. Souvent tu dis qu'on ne perd pas du poids pour, aller mieux, mais que finalement qu'on va mieux et que ensuite on perd du poids. Ouais, Ce qui est assez contre-intuitif, pour, beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce que souvent elles disent: «Beh, non, en fait, j'irai jamais mieux tant que j'aurai ce poids-là. ouais. C'est le problème de ma vie». Pourquoi tu penses que finalement c'est dans le sens inverse, que c'est le jour où je vais mieux que je vais réussir à perdre du poids? Bah, c'est vrai que ça, c'est un mythe, une croyance qui est très, très fortement ancrée chez pas mal de personnes, de penser que magiquement, du jour au lendemain, quand, j'aurai atteint tel poids, il y a tout qui va changer. Je vais subitement avoir une meilleure confiance en moi, je vais subitement m'aimer, je vais savoir poser mes limites, je vais savoir, exprimer mes besoins et cetera, quand j'aurai perdu du poids. Tu vois? Souvent, on va pas creuser au-delà de, je suis persuadée que c'est mon poids qui me fait me sentir mal, alors qu'en fait, mon poids, c'est la conséquence des comportements alimentaires que j'ai, parce que tout un tas d'autres situations que je veux pas regarder me font du mal. Ouais, Et donc du coup, si on commence par s'attaquer à toutes les autres, situations qui font que j'ai un rapport biaisé à l'alimentation, dont la conséquence est que je prends du poids et que j'arrive pas à m'en défaire, assez logiquement, le poids, la perte de poids, la perte de gras sera la conséquence de tout ce travail émotionnel qui aurait été fait avant. C'est pour ça que j'exprime assez régulièrement effectivement que c'est pas, c'est pas parce qu'on, c'est pas quand on se sent mieux qu'on atteint nos objectifs, c'est pas quand on atteint nos objectifs qu'on se sent mieux, pardon, c'est parce qu'on se sent mieux qu'on atteint nos objectifs oui. et Oui, d'ailleurs tu dis objectif, mais c'est valable à la perte de poids, mais c'est valable à tous les objectifs qu'on se fixe, oui, dans exactement, ouais. parce que qu'est-ce qui se passe selon toi, d'un point de vue émotionnel, quand, une personne se met justement dans un mode objectif, beaucoup trop rigide? Qu'est-ce que ça Heu, crée? bah, ce que ça va créer, en général, c'est une attente irréaliste de réussir, à révolutionner, son quotidien et ses habitudes du jour au lendemain. Et ça, c'est un des premiers écueils, si ce n'est, le 1er écueil que je rencontre chez la plupart des élèves qui ont du mal à se lancer. C'est celui vraiment de penser que, en ayant la théorie, elles vont réussir du jour au lendemain à tout transformer. Alors que une approche qui est beaucoup plus, durable et beaucoup plus réaliste, c'est, le principe de la transformation progressive. Souvent, je fais le comparatif entre un rectangle qui est composé de 2 blocs de couleurs distincts, sur lesquels la transition elle est assez franche, tu vois? Assez nette, un orange et un jaune, par exemple. Et puis d'un autre côté, un bloc, un rectangle où, c'est la même transition de orange à jaune, mais avec un dégradé. Et la les transitions, elle est tellement fluide que c'est doux à l'œil, en fait, tu vois? C'est beaucoup plus agréable de voir se dégrader, que l'autre côté, les 2 couleurs franches. Pourtant, le résultat, il est le même. Tu passes d'une couleur, à l'autre, mais il y a un côté qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus réaliste parce que chaque teinte passe progressivement à la suivante, de manière presque imperceptible, quoi. Et c'est ça qui se passe quand on cherche, à se transformer, durablement, c'est qu'il faut, enfin, c'est important de se transformer par petites touches, par petits pas, se fixer des petits objectifs, étape par étape. Ça, c'est pas une surprise, hein, le fonctionnement des petites étapes, voir les marches avant d'atteindre le sommet. Enfin, tu vois, c'est très utilisé comme image et à raison parce que c'est profondément vrai, quoi. C'est en implémentant petit à petit des petites habitudes, des petites transformations qu'on peut, transformer sa vie en profondeur et de manière durable, quoi. Je pense que j'ai Mmh. peut-être un petit peu digressé, je me souviens plus de ta question, j'ai Non, non, c'est très bien. Et j'allais juste, résumer à c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé à cette métaphore, expliquée, le plus simplement possible. Ça personne dans sa vie ne culpabilise de ne pas réussir à aller à l'étage
de sa maison, s'il y avait pas d'escalier. Si je suis trop petit pour aller à l'étage, du dessus qui est à 2,60 m, je crois, la norme des étages, en faisant, 1,75 m, je me dirais pas, «Merde, j'arrive pas à aller là-haut». Je me dirais pas: «Bah, c'est parce que je suis nul», je me dirais: «Non, juste c'est trop haut». Le problème, c'est que j'ai arrêté de grandir il y a bien longtemps. Donc pour réussir à monter, à cet étage, il va falloir que j'y aille avec une stratégie ou il va falloir y aller petit à petit et c'est pour ça que l'escalier a été inventé et en fait, c'est une métaphore, je pense la plus simple possible, hein. C'est on peut monter, un escalier marche par marche et ça nous permettra d'aller, bien plus haut que ce qu'on aurait pu faire à versus juste notre taille actuelle Jusqu'à ce qu'on et arrive à se téléporter, bien évidemment, mais on n'en est pas encore ouais. là. Je suis déjà content de vivre, à notre époque, d'avoir connu l'arrivée d'internet, de l'intelligence artificielle et toutes ces trucs tout c'est, fabuleux. Mais j'espère, qu'on sera encore vivant pour connaître la téléportation. Mais Et malheureusement, c'est pas encore le cas. et j'en ai une autre de métaphore. Alors celle effectivement de l'escalier, je la trouve vachement parlante. Moi, j'en ai une autre aussi, si jamais ça t'intéresse, qui exprime à peu près la même chose. Concours de métaphores. Allez, concours de métaphores, on laissera, les personnes qui nous écoutent, voter sur leur métaphore préférée. C'est la métaphore d'écrire de la main gauche. L'idée, c'est de se dire que, enfin, moi j'aime bien dire, pars du principe que ton objectif, il sera atteint dès lors que tu seras ambidextre. Alors, si on écrit de la main droite, on s'imagine écrire de la main gauche, et si on écrit de la main gauche, bien évidemment, on inverse, hein. Et voilà, là, je te dis, à partir de la fin de cet échange, si tu n'écris plus jamais que de la main gauche jusqu'à être ambidextre, ton objectif, il sera atteint. Du coup, tu vas te dire, bah ok, facile, il suffit juste de faire ça, bah très bien, hein, je vais y arriver direct. Et puis, bah, ce qui va se passer, c'est que là, en sortant de cet appel, tu vas peut-être pas avoir immédiatement l'opportunité d'écrire, tu vois. Peut-être que ça va arriver, je sais pas, d'ici quelques heures ou peut-être même d'ici quelques jours. Et le jour où ça va arriver, bah, ton premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être de prendre ton stylo de la main droite et puis d'écrire de la main droite, tu vois. Et tu vas même pas t'en rendre compte, c'est peut-être quelques heures plus tard, tu vas te dire, «Ah, mais elle m'avait dit d'écrire de la main gauche et j'ai écrit de la main droite. Bon, c'est pas grave, je suis sûre que la prochaine fois, je vais pas me faire avoir. Et puis il arrive une deuxième opportunité d'écrire de la main gauche et puis tu reprends ton stylo, mais par contre, cette fois, tu t'en rends compte un peu plus tôt. Tu t'en rends compte alors que tu es en train d'écrire. Mais bon, tu as quand même écrit de la main droite. Et puis arrive encore une troisième occasion, là tu te surprends en plein vol, t'as pas écrit, donc tu sens qu'il y a une petite progression à chaque fois. Ouais. Et puis la fois suivante, bah, tu prends ton stylo de la main gauche, tu te dis, ah, ça y est, j'ai réussi à prendre mon stylo de la main gauche, et tu te mets à écrire. Et là, c'est horrible, et c'est long, et c'est fastidieux, et c'est moche. Et là, tu te dis, bon, ok, ça va peut-être être un peu long d'être ambidextre, mais je m'aperçois qu'il y a déjà une progression et que maintenant, j'arrive à prendre directement mon stylo de la main gauche. Et c'est ça, en fait, la transformation progressive. C'est pas de s'attendre à être un artiste et à savoir peindre une œuvre incroyable de la main gauche du jour au lendemain parce que tu as la théorie, mais c'est de t'entraîner puis d'y aller petit à petit, quoi. Ouais et pour aller dans la continuité de cet exemple, alors c'est pas la chose la plus joyeuse, mais je pense que c'est comme, la réalité de la vie. Souvent, on a l'impression, que, OK, on a peut-être des choses dans notre situation qui ne nous conviennent pas, mais on a tendance à quand même prendre pour acquis notre situation et on se dit: «Bah, je m'en occuperai plus tard et je ferai X ou Y plus tard». Si j'ai des problèmes de surpoids, c'est inconfortable, mais il y a une part de moi qui a appris à vivre avec. Donc je m'en occuperai vraiment sérieusement plus tard et je sais qu'il faudrait que je travaille ma relation à l'alimentation, mais je m'en occuperai plus tard. Parce que jusqu'à maintenant, ça va. Sauf que tu vas comprendre pourquoi je te partage ça. C'est parce que dans ton exemple de d'écrire de la main gauche, il y a quelques années, j'ai eu un accident, qui m'a immobilisé la main droite pendant, bien 2 mois. Et au passage, c'est un accident qui m'a fait perdre la sensibilité dans 3 doigts de la main droite et je suis droitier. Donc déjà, j'ai pas pu utiliser ma main droite pendant plusieurs mois, mais depuis, j'ai pas retrouvé la sensibilité dans, ces 3 doigts-là, ou quasiment pas. Donc déjà, on a tendance à prendre pour acquis les choses, mais dans la vie, il arrive des choses. Alors, c'est pas le truc le plus horrible, je vis très bien avec ça, mais c'était quand même mieux quand j'avais la sensibilité sur ces 3 doigts. C'était plus pratique. Parce qu'on peut on n'imagine pas, mais il y a plein de trucs qu'on peut pas faire, genre tourner des clés et tout. Et imaginons que dans l'exemple, c'était, ça fait longtemps que j'avais envie de, savoir utiliser, savoir écrire de la main gauche, mais que je le repoussais, je le repoussais, je le repoussais jusqu'au jour où j'ai plus eu le choix. Et le jour où j'ai plus eu le choix, bah, c'était beaucoup plus difficile que si je m'y étais mis quand, entre guillemets, j'avais encore l'usage de la main droite. Donc tout ça pour dire que dès lors qu'on a un inconfort, un objectif, peu importe, et que on sait la direction qu'il faudrait emprunter pour commencer à résoudre cet objectif, si vous êtes encore là,
dans ce podcast, c'est très probablement parce que vous avez compris qu'on parle d'alimentation émotionnelle chez Kinécoach Santé et que, si vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré toutes les tentatives passées, c'est parce que vous avez identifié qu'il y a un problème de relation à la nourriture qui est lié à la gestion de vos émotions et donc ça veut dire que vous avez commencé à conscientiser petit à petit que vous ne réussirez à perdre du poids de manière durable que le jour où vous aurez retrouvé un rapport sain à la nourriture, qui aura plus ce besoin de compensation émotionnelle en permanence, dès lors qu'il y a un inconfort, une émotion que vous jugez peut-être positive ou négative pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on a très bien conscience que ça peut paraître, une montagne et que ça va être difficile et cetera. Mais si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans les sujets dont on a parlé aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend de résoudre ça. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va non seulement pas se résoudre tout seul, mais ça va pas rester linéaire et supportable comme ça l'est aujourd'hui parce que tout être humain apprend à vivre avec son inconfort. Et malheureusement, c'est quelque chose qui évolue généralement pas dans le bon sens, c'est-à-dire que les comportements ont tendance à s'amplifier, et souvent par période de c'est très corrélé au niveau stress global dans la vie, au sommeil, et cetera. Et aussi, ce qui va nous amener sur le dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est, finalement les expériences de vie. Donc considérer ce sujet comme, et ma recommandation amicale, c'est vraiment de le considérer le plus rapidement possible et de peut-être comprendre, en tout cas c'est l'intention de cet échange aujourd'hui avec Nadia, que finalement c'est pas si, compliqué dès lors qu'on a la bonne feuille de route dans notre contexte et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et déjà de commencer à ouvrir un peu votre esprit à écouter des contenus sur ça, écouter des vidéos, des podcasts, qui parlent de ces sujets, c'est déjà commencer à mettre, une action concrète en place, qui va vous permettre de petit à petit conscientiser et trouver en fait, un chemin, des astuces, qui vont vous permettre de résoudre progressivement cette relation alimentation. Et après dans un second temps ou si vous voulez aller plus vite, vous pouvez choisir de vous faire accompagner par, des personnes comme, chez Kinéco Chanté ou d'autres, hein. Mais mon conseil amical, c'est vraiment dès lors que vous avez identifié que c'est un problème qui est récurrent dans votre vie et qui a tendance à durer, il va falloir vraiment vous en occuper parce que malheureusement, c'est un problème qui on le voit tous les jours et on en récupère tous les jours des personnes qui, en fait, ont repoussé beaucoup, beaucoup, beaucoup et pour qui c'est le sujet de leur vie. Malheureusement, ça s'arrange pas tout seul. Mais je vais terminer sur la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible de résoudre ça, définitivement, finalement assez rapidement. Enfin, tu vois, les personnes qu'on accompagne, on les accompagne sur seulement quelques mois. Quelques mois à l'échelle d'une vie, c'est rien du tout et on voit des transformations qui sont vraiment phénoménales, au-delà du poids perdu, c'est vraiment émotionnel, hein. Vraiment des personnes qui arrivent dans des situations où émotionnellement, d'un point de vue stress, estime d'elles-mêmes, beaucoup, qui sont vraiment dans les chaussettes et qui ressortent après seulement quelques semaines et quelques mois, complètement transformés à ce niveau-là et donc c'est ça qui pose aussi les bonnes bases, pour le terrain d'une perte de poids qui soit durable. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi Nadia, souvent on a des personnes qui viennent avec des expériences de vie assez difficiles, et selon toi, comment un passé assez lourd, tu vois? Ce qu'on appelle parfois des traumas ou une éducation, assez stricte, un rapport, à un parent qui est assez conflictuel et cetera. Comment tout ça, ça peut influencer la relation à la nourriture? Parce que parfois, les personnes font pas forcément le lien. Ouais, alors en fait, le mécanisme, c'est que, le passé et les événements qu'on va vivre, ils vont laisser des traces en fait, dans le cerveau et pour se concentrer sur le trauma, en fait, trauma, ça vient de blessure. Donc trauma, c'est simplement une blessure sur le système nerveux et ça me semble important quand même de préciser qu'à nouveau, c'est très subjectif. Quelqu'un peut être, traumatisé par quelque chose, qui ne traumatiserait pas une autre. Donc vraiment le trauma, il est propre à chacun, il n'y a pas de hiérarchie des traumas et cetera. Il n'y a pas non plus de hiérarchie de la souffrance et d'ailleurs pour appuyer un petit peu là-dessus, j'ai tendance à prendre l'image de quelqu'un qui se noie. Alors c'est pas très glamour, mais c'est pour illustrer qu'on se noie dans 30 centimètres d'eau ou dans 30 mètres d'eau, le résultat il est le même, on se noie. Donc il ne faut pas hiérarchiser les souffrances, c'est important de prendre en considération ces émotions, douloureuses, quoi. Et donc du coup, le Mais trauma, bah, voilà. excuse-moi, je fais juste un petit, ajout par rapport à ça, Nadia. C'est que c'est pas forcément, indispensable d'avoir vécu des choses particulièrement difficiles dans sa vie pour souffrir d'une mauvaise relation à l'alimentation qui vous empêche de perdre du poids. Bien sûr. C'est pas besoin d'avoir même si, il y a pas d'événement particulier, c'est peut-être aussi une accumulation
de choses et de peut-être aussi juste un peu le hasard des expériences de vie qui peut affecter, l'estime de soi, la confiance en soi ou peu importe, hein, même pas forcément ces sujets-là, mais je dis ça parce que c'est souvent ce que vivent les personnes qui viennent nous voir, mais qui crée une forme de vide émotionnel qui a besoin d'être comblé par la nourriture. Le point commun de toutes les personnes qu'on accompagne, c'est qu'elles comblent cette forme de vide par, la nourriture, mais chez certaines autres personnes, ça peut être, l'alcool et cetera. C'est moins, les personnes qui viennent nous voir, mais c'est juste pour dire, il y a pas forcément besoin d'avoir vécu des choses, particulièrement douloureuses ou difficiles pour qu'elles soient quand même perçues comme, d'ailleurs difficiles et encore une fois, il y a Exactement. pas de hiérarchie, Mmh. dans, les difficultés. Ouais, bah, je te remercie de le préciser. Si c'est vrai que si on revient à la métaphore du réservoir dont je parlais tout à l'heure, on pourrait se dire que, par exemple, les micro-perforations, bah, c'est ça, en fait, c'est des micro-trous un peu partout sur le réservoir qui sont pas des gros traumatismes, mais qui font que le réservoir, il se vide quand même. Là où on pourrait comparer, bah, les plus gros trous dans le réservoir, à des traumatismes. Mais le résultat, il est le même. Quand même, que le réservoir progressivement, il se vide. Et du coup, pour prendre peut-être, voilà, un exemple un peu plus concret sur comment est-ce que, voilà, un traumatisme ou une enfance assez, stricte, par exemple, pourrait façonner un peu le rapport à l'alimentation. Bah, tu vois, si on a eu une éducation très stricte, où on a été un peu dans une suppression des émotions, on n'a pas eu, l'habitude de les exprimer, on peut avoir aussi développé une forme de perfectionnisme, parce qu'il y a eu une peur de décevoir, peur du conflit, une très, très forte insécurité qui s'est imprimée dans le système nerveux de: «Attention, si je déçois, égale danger» entre guillemets, égale forte insécurité. Et donc du coup, bah, ce perfectionnisme se développe petit à petit, et le perfectionnisme, bah, comme on le sait, étant donné que notre nature d'être humain, c'est d'être imparfait, ce perfectionnisme, il génère beaucoup de pression et cette pression, bah, au bout d'un moment, elle a besoin d'être, relâchée, soulagée par, une stratégie facile et rapide qui est l'alimentation. C'est un exemple parmi plein d'autres, hein. Il y a aussi le fait que parfois les traumatismes vont générer ce qu'on appelle une hypervigilance ou alors une hypoactivation. Donc hypervigilance ou hypoactivation, c'est le concept un peu de la fenêtre de tolérance qui a été développé par, je vais peut-être pas bien le prononcer, le docteur Dan Siegel. C'est un neuropsychiatre, américain qui a, voilà, expliqué un petit peu ce que c'est que la fenêtre de tolérance. Donc c'est une fenêtre dans laquelle, nos émotions, elles varient, dans un sas de sécurité et au-dessus, on a l'hyperactivation et en dessous, on a, l'hypoactivation et quand on a un traumatisme, cette fenêtre-là, elle vient se réduire et donc du coup, nos émotions, elles vont plus facilement passer en hyperactivation, l'hypervigilance, les émotions un peu exacerbées et cetera ou alors l'hypoactivation, bah, je me referme complètement sur moi-même, j'exprime plus rien et puis, dans un cas comme dans l'autre, j'ai besoin d'aller compenser, avec l'alimentation, entre autres, hein, entre autres, mécanismes compulsifs. Voilà, ça c'est pour, donner quelques petits exemples, mais bien évidemment, on pourrait parler pendant des heures, sur le sujet, quoi. Ouais, ça me fait penser à, tu sais, on avait eu une personne comme ça, qui, je sais plus si c'était cette année ou l'année d'avant, qui avait eu vraiment une éducation hyper stricte et exigeante et qui en fait dans, son accompagnement, s'était rendu compte d'à quel point, ça avait façonné sa relation à la nourriture. Parce que, surtout que en plus d'avoir une éducation stricte, en fait, il y avait vraiment, une anecdote, enfin un rapport vis-à-vis de sa mère qui faisait beaucoup de régimes. Sa mère faisait beaucoup de régimes et qui donc lui avait par injonction comme ça transmis, des croyances autour de la nourriture, de catégorisation d'aliments, bien, mal, de, qui l'avait rendue elle-même, grossophobe et alors que cette personne était en surpoids quand elle est venue nous voir, bah, en fait, son estime d'elle-même était très fortement impactée par ça parce qu'elle se jugeait, d'être en surpoids. Parce qu'elle avait appris qu'être en surpoids était, «mal» entre guillemets, pas d'un point de vue, physiologique, mais plus sur ce que les personnes en surpoids, renvoyaient. Les personnes en surpoids manquent de volonté, sont faibles, n'ont pas de discipline et donc c'était des étiquettes comme ça qu'elle se collait comme des petits post-it finalement, sur elle-même et elle souffrait beaucoup de ça, et c'est vraiment ce genre de choses qui avait, impacté, vraiment influencé sa relation à la nourriture et donc il avait fallu avec cette personne, l'amener finalement à déconstruire ou plutôt à se reconstruire, une forme d'identité qui était propre à elle-même en fait, plus, choisie de re qui l'a amenée à redévelopper son estime d'elle-même, à faire des choix plus conscients et c'est ça qui indirectement
à améliorer sa relation à la nourriture. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout que si aujourd'hui vous souffrez d'alimentation émotionnelle et que vous avez tendance à trouver une forme de réconfort avec la nourriture et que la nourriture, c'est un peu le sujet de votre vie, vous pensez à la bouffe H24 et cetera. L'une des premières questions que vous pouvez vous poser, c'est, depuis quand et qu'est-ce qui éventuellement a co-construit ou a façonné cette relation que j'ai, avec la nourriture? Et ça fait vraiment partie du processus de compréhension et de non plus voir la relation à l'alimentation comme le problème à résoudre. Parce que oui, vis-à-vis de la perte de poids, c'est le problème à résoudre puisque tant qu'on a une relation conflictuelle avec la nourriture et qu'on va «manger» entre guillemets ses émotions, ça va être impossible de perdre du poids. Donc oui, c'est un problème pour perdre du poids. Mais en réalité, ce problème-là, c'est plutôt le symptôme de quelque chose de plus profond, de plus profondément ancré. Et plus profondément ancré, ça ne veut pas dire forcément, que ça va être difficile à résoudre. Parfois, ça peut encore une fois être, assez rapide à l'échelle de seulement quelques semaines, quelques mois, si on arrive à trouver finalement déjà comment ça s'est créé. Qu'est-ce qui l'auto-alimente? Et pour faire un peu, tomber le château de cartes. Beaucoup de métaphores, hein, dans ce podcast aujourd'hui. Bah, c'est bien, on a pu aborder pas mal de sujets. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Nadia, sur ce dernier point, sur, Ouais, les traumas? il y a quelque chose qui m'est venu, à l'esprit, c'est quand tu as parlé d'estime de soi et ça me semble peut-être important de refaire un tout petit point là-dessus parce que c'est vraiment aussi un dénominateur commun extrêmement fréquent de la plupart des élèves qu'on accompagne, ce manque d'estime d'elles-mêmes. Et si on reboucle avec, le sujet par exemple de comment est-ce qu'une éducation stricte, par exemple, ça peut avoir façonné notre rapport à l'alimentation. En fait, ce qui se passe souvent dans une éducation stricte et peut-être que les personnes qui nous écoutent pourront, témoigner de ça, c'est qu'on a plus souvent le sentiment d'avoir été dressé que d'avoir été éduqué. Et qui dit qu'on a été dressé veut dire qu'on s'est certes peut-être occupé de nous, mais on ne s'est pas forcément préoccupé de nous à un niveau émotionnel. Et donc on a été conditionné à penser que notre valeur, notre amabilité avec un grand A, elle était conditionnée à notre docilité, notre respect des règles, de ce qu'on nous dit d'être bien sage, etc. Et donc du coup, à un moment donné, cette éducation, elle nous a fait perdre, elle a fait se dissoudre cette valeur inconditionnelle et intrinsèque qu'on a toutes et tous à la naissance et qui nous amène, après, au fur et à mesure de notre vie, à aller chercher des preuves de cette valeur au travers de différentes situations. Sauf que quand, les différentes situations de la vie, elles ne nous apportent pas la preuve de notre valeur, il y a une souffrance qui se crée à l'intérieur qu'on va avoir besoin d'apaiser et qui va se traduire par de l'alimentation, entre autres. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais apporter qui pourra peut-être résonner un peu comme conclusion pour certaines qui nous écoutent. Ouais, trop bien. Et dites-nous dans les commentaires, sous la vidéo s'il y a des choses en particulier qui vous ont parlé, si vous voulez qu'on refasse éventuellement un épisode, pour parler plus en profondeur de certains sujets ou si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. On prendra le temps de lire tous les commentaires et de répondre dans un autre épisode, dans une autre vidéo, toujours dans cette intention de donner du contenu qui soit, avec, qui vous amène des prises de conscience. Vraiment le moi, j'aime bien, résumer ça pour prendre une dernière métaphore. C'est que finalement, réussir à perdre du poids durablement, il y a vraiment plein de petits dominos à faire tomber les uns après les autres. Et concernant la relation alimentation, ça peut être des croyances, des blocages liés à tout ça. Et donc c'est pour ça, ça demande d'aborder pas mal de sujets, toujours très contextuels et peut-être qu'il y a des choses qui vous ont plus parlé aujourd'hui, peut-être des choses qui vous ont moins parlé, mais n'hésitez pas, à nous faire des retours, ça nous permettra de toujours créer du contenu de meilleure qualité. Également pour terminer, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra d'échanger gratuitement avec un coach de l'équipe. C'est un appel dont l'objectif numéro un, et c'est d'ailleurs le seul objectif, c'est de vous amener à comprendre qu'est-ce qui bloque aujourd'hui vis-à-vis de votre relation à l'alimentation, vos émotions? Et parce que c'est aujourd'hui très probablement la raison si en êtes là aujourd'hui à écouter ces contenus, de notre part aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a un lien entre vos émotions, votre relation à l'alimentation et votre poids. Donc, si aujourd'hui vous voulez faire le point avec une personne de l'équipe de manière, gratuite et sans engagement sur, tout ça, ça vous permettra de ressortir avec beaucoup plus de clarté. D'ailleurs, on appelle ça une session de clarté émotionnelle, pour ça. Ça vous permettra d'avoir, beaucoup plus de clarté sur, où est-ce que vous en êtes et éventuellement, si on se rend compte qu'on est les bonnes personnes pour vous aider, le ou la coach que vous aurez dans cette session, vous expliquera comment on travaille, avec grand plaisir. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt dans un autre épisode.